De retour sur le plateau de la Côte Immo, nous allons continuer avec ce sujet du DPE, de la rénovation des passoires énergétiques ou de l'audit énergétique. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est un meilleur DPE permet-il de vendre plus cher et plus vite? L'interdiction de louer qui se dessine à l'horizon 2025 pour les biens étiquetés G, 2028 pour ceux classés F, pousse de nombreux propriétaires à vendre plutôt qu'à rénover. Mais si elle est bien notée au DPE, une habitation se vend-elle non seulement plus vite, mais aussi plus cher qu'une autre dont la consommation énergétique et la production de gaz à effet de serre laisseraient à désirer? Et si c'est le cas, à combien se monte le gain, que ce soit en temps ou en argent? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de la Côte Immo Pierre Évrard. Bonjour Pierre Évrard. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de la Côte Immo. On est ravis de vous recevoir avec Sylvain sur ce plateau. Pierre Évrard, vous êtes chargé de mission développement durable et rénovation énergétique de la FNAIM. Alors, on a décidé de prendre le sujet à l'envers avec Sylvain, c'est-à-dire que d'habitude, on vient à se demander, en fonction de la lettre, d'une mauvaise note en fait, sur son DPE, de combien ça fait perdre de valeur à un logement. Là, on s'est dit, mais si on a un bon DPE, est-ce que du coup, on peut considérer que ça peut devenir un argument pour faire augmenter la valeur de son logement? Et alors, première question que j'ai envie de vous poser, dans l'immobilier, on a tendance à dire emplacement, emplacement, emplacement. C'est le premier critère à regarder. Est-ce que demain, on dira emplacement, DPE, DPE et peut-être encore un peu emplacement? Eh ben, c'est très simple. C'est que depuis déjà quelques années, finalement, le lettrage du DPE pour les biens classés A et B est en effet extrêmement positif. D'accord. Alors, les notaires ont mené une très très belle enquête là-dessus depuis, de mémoire, je crois que c'est 2014, et qui montre clairement que quand un bien est classé A ou B, en effet, il est vendu entre plus 8 et plus 12%. Plus cher. Alors, plutôt sur les maisons individuelles. Maisons individuelles, c'est vraiment en commun à toute la France. Des disparités, cependant, sur les appartements, où, par exemple, sur des régions comme l'Est, comme l'Aquitaine, on voit en effet une plus-value si le bien est classé A ou B. Et par contre, il y a certaines zones qui correspondent peut-être à des zones un peu plus tendues, on va dire, oui. Où là, clairement, sur les appartements uniquement, ça n'avait pas encore d'impact. Donc en fait, quand on a un volume de demande suffisant, ça n'a pas forcément beaucoup d'impact à la hausse ou à la baisse, mais dès qu'on a moins ce volume, on voit automatiquement l'écart se creuser. En fait, il ne se creuse pas qu'à la baisse, il se creuse aussi à la hausse. Ça dépend des territoires. Voilà. D'accord. Ça veut dire qu'il y a une conjonction. Je n'ai pas l'équation, bien sûr, mais il y a une conjonction. Non, mais vous l'observez. Voilà, et les notaires l'observent. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'un bien qui est classé A ou B, en effet, je dirais, il y a la performance énergétique. Et il y a aussi la qualité de service du bien. Alors, question de quelqu'un qui vit dans une ville, mais des biens A ou B, il y en a beaucoup? Oui. Il y en a dans le neuf, effectivement, mais c'est à peu près tout? Non, pas du tout. Non. Sur certains territoires, il y a eu des politiques de rénovation avec des régions qui ont voulu investir par le biais de systèmes de subvention, et on a quand même pas mal de biens qui ont été rénovés. Quelle région, par exemple? Je pense à la Normandie, par exemple. Exemplaire. Vraiment exemplaire. Et d'ailleurs, un très très bon exemple, quand un bien est rénové, j'ai toujours cette image-là en tête. On avait remis un prix, parce que c'était une des premières rénovations, c'était une zone pavillonnaire années 70. Donc des maisons individuelles? Maisons individuelles. Peuvent récupérer du A ou du B, d'accord. Dans son jus. Donc ça veut dire, globalement, c'était du F. F, voire G sur certains trucs. Dans son jus, comprendre passoire énergétique. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà, je vais pas utiliser le terme passoire parce que ça de la fédération. Un immobilier dans son jus, ça veut Après, dire... on est passé d'épave thermique à passoire. Et clairement, au milieu de cette zone pavillonnaire, qu'est-ce qu'on voyait? Une super maison d'architecte. Ah bah oui. C'était la même qui avait été rénovée. Et là, on se dit, oui, elle va partir, 1, plus vite, 2, elle va partir plus cher. Donc, il faut voir, quelque part, le classement A et B en termes de performance énergétique, d'accord, mais aussi en termes de qualité de service, parce que quelque part, quand on rénove, il y a aussi une mise à jour du bien. Bien sûr. Et donc, la qualité de service Très augmente. Juste. Mais donc, juste avant de passer la parole à Sylvain, pour bien comprendre, ça veut dire que même si j'ai une habitation, mettons une maison ancienne, très ancienne, qui a été conçue avec des réglementations complètement différentes, je peux avoir l'espoir aujourd'hui de récupérer une lettre A ou B, parce que par exemple sur les copropriétés, on ne l'envisage même pas, tant les travaux après sont à la charge de différents copropriétaires ou autres. Sur la maison, c'est possible? Alors, sur la maison, c'est possible. Attention, parce qu'il faut vraiment avoir des équipes sur les territoires
qui ont cette expertise. D'accord. Pourquoi je dis ça? Parce que récemment, on a une recrudescence justement d'audits énergétiques et d'analyses qui montrent dans certains territoires, non, vous ne pouvez pas. Alors que quand on met de la bonne intelligence, mais quand on a des bons bureaux d'études, des bons architectes et des bonnes entreprises, globalement, on y arrive à 95%. Alors justement, c'est bien le sujet du jour, puisqu'on va parler de massification. D'ailleurs, votre président, Jean-Marc Torolion, ne cesse d'en parler. Il parle de plus de 4,5 millions de passoires énergétiques concernées par les premiers cadres du plan qui finit donc en 2034. Hein, pour rappeler que le gouvernement s'est fixé un objectif très très clair. On a franchement l'impression qu'on ne va pas y arriver quand on voit l'immensité de la tâche. Moi, la question que je vous pose, c'est, vous qui êtes spécialiste de cette question, est-ce que vous observez des mouvements au sein de la FNAIM qu'on pourrait qualifier de désinvestissement? Je m'explique. Des propriétaires qui vont dire « je jette l'éponge, je ne fais pas les travaux, je vais vendre et le plus vite possible ». Alors, Ou c'est vraiment un épiphénomène? je ne le vois pas à l'heure actuelle de la part des administrateurs de biens. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, les administrateurs de biens sont en train clairement de reprendre leur parc, cibler les biens qui sont concernés par les potentielles interdictions pour commencer à œuvrer. Mais commencer à œuvrer, trouver d'abord déjà les sources de financement pour rénover cette part de stock. Et ça marche. Jusqu'ici, tout va bien. Sur la transaction, par contre, sur la transaction, un des messages aussi, c'est que donc là, les transactionnaires voient passer des biens classés F et G, qui sont vendus à la casse. Et oui. Et avec, oui. Allez, une transaction, 30% globalement, à la louche. Il n'y a Oui. pas d'études, 30% des personnes réelles, Mhm. physiques, le reste de l'investissement. Et ce qui nous pose un problème, d'ailleurs, une problématique de logement. Par exemple, sur Paris, visiblement, ce type de biens sont achetés, ne sont pas rénovés et attendent un événement qui a lieu sportif en 2024. Ah, donc, Voilà. Pour les rénover donc ou non vous, pour les louer? donc vous pensez qu'il y a des personnes... Et- Donc ce que vous dites clairement, c'est qu'il y a des personnes qui spéculent sur les JO 2024 Alors, sur Paris, en achetant des appartements, on va dire, qui pourraient être nécessaires à mettre sur le marché. Et Dieu sait qu'à Paris, on a du mal à se loger. Mais ça, c'est un phénomène endémique. Mais je vais aller plus loin dans la démarche. Sylvain, Oui. je vais aller au-delà. Une majorité aussi des biens à l'heure actuelle sont achetés par des investisseurs, des sociétés d'investissement. Et je sais qu'il y a certaines grosses foncières qui agissent là-dessus, hautement financées par certaines banques pour faire ces opérations-là. Mais ils rénovent après les biens parce que si Ils rénovent après les biens. Mais c'est quoi? C'est la nouvelle embellie du marchand de biens, quoi, à l'échelle industrielle, quelque part. Comment expliquer? Non, on a une réglementation, on a une loi qui a lancé quelque part un timing extrêmement précis. Ça crée une contrainte pour certains et une opportunité Et pour ça d'autres. crée des opportunités, puisque quand vous êtes liquide et avec un peu de cash, effectivement, vous allez voir quelqu'un qui sait qu'il va devoir faire les travaux, qui pourra plus louer, on va lui acheter avec une certaine décote. Bon, c'est le lot, j'allais dire, des villes qui parfois trouvent un cadre assez spéculatif. Moi, je voudrais qu'on appuie sur ma question et vous allez y répondre ensuite sur le point, mais sur le fait qu'aujourd'hui, on est réellement sur une tension locative très forte, très très forte, extrêmement forte. Est-ce que finalement ce phénomène que vous venez de décrire ne va-t-il pas accroître la tension qui existe déjà? Et votre président, Jean-Marc Torolion, a prévenu. Il va y avoir un vrai sujet sur le marché locatif. Clairement, ce que Jean-Marc Torolion décrit de façon sous-jacente, mais d'ailleurs le président de l'AFPI dit la même chose, c'est carrément une crise sociale grave du logement à ce titre-là. Le timing, le planning imposé par la loi climat et résilience crée en effet une instabilité potentiellement majeure sur le logement. On rappelle quand même, les classes G, c'est 2025. Oui. Combien de chiffres on a des stats là-dessus? Alors, F et G, je dirais selon la police, 4,8. Voilà, c'était les prévisions. Et selon les manifestants, potentiellement le double. Oui. C'est considérable. Donc c'est considérable. Mais même si c'était 4 800 000 passoires thermiques,
entre guillemets, ça serait déjà considérable. Ça serait déjà considérable, en effet. Et quelque part, ce timing de climat et résilience, on le trouve extrêmement contraignant, un peu clairement dangereux. C'est pas le même que celui indiqué dans une directive européenne, un projet de directive européenne qui étale un petit peu plus, qui garde un bon objectif. Donc, parce qu'il faut avoir de la visibilité pardon, on n'a plus le temps d'attendre, mais par contre, ça permet d'étaler un petit peu plus, plutôt que se couprer à 2025. Les couacs successifs entre le premier DPE de juillet 2021, retiré immédiatement parce qu'il était complètement largué, et plus de 80 000 DPE étaient faux. D'ailleurs, la ministre Emmanuelle Wargon, qui était en charge à l'époque, a annoncé qu'elle prendrait en charge les coûts des nouveaux DPE à cause de ces erreurs. Le nouveau DPE, 1er novembre 2021, est-ce que c'est trop tôt pour tirer un bilan? Est-ce qu'il est adapté encore celui-là? Ou est-ce qu'il va falloir bis repetita ou même une troisième mouture de ce DPE? Il est voué à évoluer. Ce qu'il faut savoir, alors, les diagnostiqueurs ont reçu de mémoire 15 versions différentes déjà. Voilà. Non, mais la méthode demande. Eux-mêmes sont pas forcément clairs sur ce qu'ils doivent faire aujourd'hui. C'est pas ça. C'est eux sont peut-être au clair, mais par contre la méthode était bon. On l'a bien vu. Elle était faussée. Elle est vouée à être améliorée. Après, on n'ira peut-être pas sur un optimum. Donc ça, c'est sur l'individuel. À l'heure actuelle, il y a tout un débat sur le DPE en collectif, où là, la méthode est encore en cours de calage, et quelque part, les pouvoirs publics veulent éviter le drame de l'année dernière. On a déjà connu. Oui. Voilà. Émission effectivement à suivre, et beaucoup de vigilance sur ce sujet du DPE. D'ailleurs, avec Nicolas, on en parlera régulièrement. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Pierre Évrard. Merci, Sylvain. Merci d'être avec nous. Vous êtes le monsieur, en fait, énergie, j'allais dire les choses comme ça, de la Fédération nationale de l'immobilier, la FNAIM. Merci avec nous. Vous revenez régulièrement pour nous éclairer de votre expertise sur le sujet. Voilà, on se retrouve demain, Nicolas, et on parlera des tendances immobilières. C'est pas un numéro, on va dire, de mode, non. Il y a des tendances dans l'immobilier. On parlera des indicateurs de marché avec des professionnels en activité, avec toujours autant de plaisir, Nicolas. On se retrouve demain. Donc merci Sylvain, et à demain.